Bienvenue à Gillette World Sport. Aujourd'hui, rencontre avec Freddie Roach, l'entraîneur de Manny Pacquiao avant le combat du siècle. Sensation forte avec l'actualité du WRC et le rallye d'Argentine. Puis nous analyserons les courses de haies avec Félix Sanchez, double champion olympique. Honneur à la boxe avant la principale affiche du week-end. L'unification de 3 titres mondiaux dans la catégorie des poids welter et le combat le plus cher de l'histoire. Manny Pacquiao est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Mais le 2 mai, à Las Vegas, le champion du monde de 8 divisions relèvera le plus grand défi de sa carrière face à Floyd Money Mayweather, le boxeur américain invaincu dans une affiche titanesque baptisée le combat du siècle. L'architecte de l'extraordinaire ascension de Pacquiao n'est autre que Freddie Roach, élu 7 fois entraîneur de l'année. Ce coach réputé s'est totalement investi dans la préparation de son poulain pour le combat le plus cher de l'histoire de la boxe. Ce sera le plus grand combat de tous les temps. La presse est là, l'action bat son plein et le stress est à son comble. C'est le combat qu'il faut gagner. Manny Pacquiao est une machine et il est efficace. C'est un remarquable puncher. Il est très rapide. Il a un excellent jeu de jambes. Il frappe vite. Il a tous les atouts du boxeur. Et je pense qu'il va mettre ce type KO. Je crois que l'instinct de tueur va prendre le dessus. J'ai hâte de voir ça. Pacquiao peut compter sur un punch du droit particulièrement explosif, surnommé le Manila Ice. Pacquiao avait déjà un excellent punch du gauche, c'était son gagne-pain. C'est avec ça qu'il mettait tous ses adversaires KO. On a développé sa main droite exactement de la même façon. C'est simplement une question d'habitude, de travail et de beaucoup d'entraînement. Je n'ai pas cédé jusqu'à ce que sa main droite soit aussi bonne que sa main gauche. Manny est aujourd'hui capable de frapper des 2 mains, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. C'est probablement l'une des meilleures choses que je lui ai enseignées. Mais la puissance offensive ne suffira pas pour mettre fin à l'invincibilité de Mayweather. Une bonne stratégie défensive sera tout aussi vitale. Il ne suffit pas de lancer une combinaison de punch, il faut aussi suivre. Nous n'allons pas attendre que son adversaire réponde. On ne peut pas enchaîner les combinaisons avec lui. Il laisse généralement passer l'attaque et mieux vaut alors s'écarter et prendre un petit peu de recul. Il encaisse tout et possède un excellent direct du droit. Roach entraîne Pacquiao dans le Wild Card Boxing Club à West Hollywood, l'une des salles de sport les plus emblématiques du monde de la boxe. Manny s'est entraîné en haut. Il y a longtemps que nous nous entraînons ici. Nous avons une salle aux Philippines qui ressemble beaucoup à celle-ci. La salle du haut est ouverte à tous. Mais en bas, j'ai fait construire cette salle pour Pacquiao. C'est un endroit pour les boxeurs à part. C'est un grand honneur que d'être invité en bas. L'entraîneur doit être compétent, il doit pouvoir s'entendre avec le boxeur et communiquer avec lui. La relation est différente avec chaque boxeur. Avec Pacquiao, après le premier jour et la première séance, je suis allé voir mes gars et je leur ai dit « Ce type sait vraiment boxer ». Il est allé voir son manager et il lui a dit « On a un nouvel entraîneur. On travaille ensemble depuis 15 ans, il y a des mariages qui durent moins que ça. Nous sommes ensemble depuis longtemps et je serai toujours à ses côtés. » Quelle que soit l'issue du match contre Mayweather, l'héritage de Roach passera à la postérité. Mais alors que la date du combat s'approche, Roach concentre tous ses efforts sur le prix ultime, une victoire de Pacquiao à Las Vegas.
C'est la plus belle sensation du monde et c'est ce qui me motive. Il n'existe pas d'émotion plus forte. Il n'y a rien de mieux que de remporter un titre mondial. Cette victoire représente tout pour nous. C'est toute notre vie. Cap sur l'Amérique du Sud à présent pour le rallye d'Argentine, 4e manche du WRC. Le rallye d'Argentine compte certaines des spéciales les plus longues et les plus difficiles du calendrier et attire une foule record. Des pistes montagneuses de la Sierra Chicas au tracé plus rapide des vallées, le rallye est impitoyable. L'édition 2015 ne fait pas exception, avec l'élimination de plusieurs pilotes clés dès le premier jour. Leader actuel du championnat, Sébastien Ogier doit renoncer à remporter sa 6e course d'affilée. Les problèmes se succèdent pour Volkswagen, avec l'abandon du Norvégien Andreas Mikkelsen, victime d'un pneu dégonflé qui, en éclatant, endommage sa voiture et le contraint à l'abandon. Chris Meek prend la tête de la course, mais la Citroën n'est pas épargnée par les ennuis. Le pilote d'Irlande du Nord doit mobiliser tout son talent pour manœuvrer la DS3 sans frein à main. Les problèmes qui affectent le haut du classement sont une aubaine pour les autres pilotes. Elfyn Evans, le pilote M-Sport, effectue un parcours sans faute. Ott Tanak semble être attiré par l'eau cette saison. Le second pilote M-Sport est contraint à l'abandon en traversant un gué. Malgré le chaos, Mats Östberg parvient à conserver quelques secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala. La chance sourit cependant à Meek ce jour-là. Le pilote Citroën finit la journée avec 68 secondes 4 dixièmes d'avance sur son coéquipier. Deuxième jour et Latvala frôle la catastrophe. Le dernier pilote Volkswagen encore en lice heurte un talus et effectue une sortie de route impromptue. Cette erreur aurait dû lui coûter la 3e place. Dani Sordo fait le forcing pour une place sur le podium quand sa voiture finit dans le décor. Mats Östberg marche à l'adrénaline pure. Luttant à la fois contre une grippe et contre son coéquipier, il revient à 30 secondes de Meek. Mais Meek demeure impérieux, malgré un problème de capteur qui menace de gâcher tous ses efforts en fin de course. Troisième et dernier jour du rallye, et Volkswagen joue encore de malchance dans le fameux chrono d'El Condor. Victime d'une sortie de route, Jari-Matti Latvala jette l'éponge. L'abandon de Latvala profite à Elfyn Evans, qui signe le meilleur résultat de sa carrière. Le Gallois de 27 ans monte sur le podium pour sa 2e saison complète en WRC. En l'absence de consigne d'équipe dans la dernière spéciale, Östberg est impuissant face à son coéquipier. Ses vaillants efforts lui valent cependant la 2e place. Chris Meek signe une victoire historique. Fort d'une avance de 18 secondes 1 dixième, il est le premier Britannique à remporter une manche du championnat du monde des rallyes depuis 13 ans. Bien qu'il n'ait marqué que 3 points, Sébastien Ogier conserve une avance confortable en tête du championnat. Östberg se hisse à la 2e place, tandis que Meek fête la première victoire d'un pilote britannique depuis le grand Colin McRae, décédé en 2007. La course de haies est l'une des disciplines les plus techniques de l'athlétisme, comme nous l'explique le Dominicain Félix Sanchez, double champion olympique sur 400 mètres haies. Il y a 2 types de courses de haies en athlétisme, le 110 mètres haies et le 400 mètres haies. Les techniques de ces 2 courses sont très différentes. Dans le 110 mètres haies, le coureur est très tendu, très compact. Et il faut être vraiment très souple et se pencher quasiment sur sa jambe d'attaque quand on franchit la haie. Le 400 mètres haies est beaucoup plus relax, beaucoup plus droit, presque comme une danseuse étoile. Les gestes sont plus lents et tout en longueur, les mouvements sont étendus. Les 2 courses sont très belles, mais le 400 mètres haies est beaucoup plus élégant, car dans le 110 mètres haies, l'athlète prend constamment le risque de heurter l'obstacle pour être plus proche, plus rapide. Dans le 400 mètres haies, il est important de s'approcher le plus près de la haie, mais il ne faut surtout pas la toucher pour ne pas casser la vitesse, les appuis ou le rythme. Hors compétition, Sanchez s'entraîne de façon minutieuse et analyse ses performances en détail pour s'améliorer.
Je note tous les temps que je réalise. Je veux connaître mon temps entre le départ et la 5e haie, entre le départ et la première haie, entre la dernière haie et la ligne d'arrivée. Puis j'analyse la course entre la première et la 10e haie, la manière dont je gère la phase de décélération. Ce sont les points qu'il faut analyser a posteriori, après la course. Décomposer, identifier les aspects à améliorer, voir ce qui a marché, tirer les leçons pour la course suivante. Il faut moins de 48 secondes pour franchir les 10 haies disposées sur la piste de 400 mètres. Chaque section de la course a sa particularité et exige une approche sur mesure. La technique et la tactique sont essentielles, dès le départ. La clé de la réussite réside dans le départ, car c'est la phase la plus longue de la course. La première haie se situe à 45 mètres de la ligne de départ. Puis, c'est la phase de décélération. L'athlète commence à ralentir dès qu'il touche le sol après la première haie. Il faut trouver un rythme qu'on peut conserver et minimiser le plus possible la décélération à chaque haie afin de ralentir le moins possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut être aussi efficace que possible à chaque franchissement de haie. Il faut prendre son appel, franchir la haie et assurer la réception tout en conservant le maximum d'élan et la même vitesse jusqu'à la haie suivante. C'est une mécanique très précise et les athlètes professionnels le ressentent. Je sais si je suis une fraction en retard ou trop près. La distance entre l'appel et la réception doit être symétrique et parfaite. Quand on maîtrise cette technique et que tout se déroule bien, on ne voit même pas les haies. On marque simplement une petite pause avant de reprendre la course. Après la deuxième haie, quand on sort du virage, il faut aborder la ligne droite. Les foulées deviennent alors plus amples. La plupart du temps, on a le vent dans le dos. C'est le moment idéal pour maximiser sa vitesse et sa technique et pour tenter de se positionner avant d'entrer dans le deuxième virage. C'est presque comme une partie d'échecs. On observe le déroulement de la course de manière à attaquer et à frapper au bon moment. Quand j'aborde le deuxième virage, c'est-à-dire la 6e haie, je change de rythme. C'est très important pour moi. C'est à ce moment-là que je passe de 13 à 14 appuis. Je ne change pas seulement mes appuis, mais aussi les jambes. Il faut donc effectuer 2 transitions l'espace de 100 mètres dans le virage, ce qui n'est pas facile, et une erreur arrive facilement. Les choses se passent parfois mal, mais quand la technique est au point, la course devient très belle et très fluide. La course démarre vraiment aux 3 dernières haies. Une erreur sur ces 3 dernières haies ne pardonne pas. Quand je franchis la 8e haie et que je passe à 15 appuis, je suis déjà en mode d'attaque. Je suis très concentré et je m'efforce de rester régulier. Je n'ai plus qu'un mot en tête, technique, technique, technique. Tout doit être aussi net que possible. Une fois la dernière haie franchie, il ne reste que 40 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Il faut alors garder son sang-froid et se battre jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus belle sensation que de franchir la ligne d'arrivée, d'entendre la foule gronder et de savoir qu'on a battu ses adversaires et remporté la course. Après la pause, nous découvrirons les coulisses de l'Institut australien du sport. Puis nous irons à Rome pour la Coupe du monde de pentathlon moderne.
Gillette World Sport est de retour. Au programme, l'Institut australien du sport et la Coupe du monde de pentathlon moderne. Basé à Canberra, l'Institut australien du sport est un centre de recherche de réputation mondiale. L'AIS permet aux experts des disciplines sportives les plus diverses de développer sans cesse leurs connaissances. Les résultats de ces recherches sont directement transmis aux athlètes d'élite du pays, sachant que le moindre avantage peut augmenter les chances de victoire en compétition. La biomécanique est essentiellement l'étude du mouvement humain, la manière dont nous bougeons, l'ingénierie du corps. L'objectif est d'améliorer les performances des athlètes et de réduire le risque de blessures. Les athlètes avec lesquels nous travaillons représentent l'élite de la population et les différences sur lesquelles nous intervenons sont minimes. Un gain de 1% ou une absence de blessure peut faire toute la différence entre une sélection aux Jeux Olympiques et une finale ou une médaille olympique. L'une des études en cours porte sur les blessures du genou. La technologie utilisée permet de comparer les effets de l'orthétique et des chaussures stabilisantes sur les mouvements de l'athlète. L'AIS compte 3 laboratoires de biomécanique. Nous avons aussi un système d'analyse des mouvements de 20 caméras et 8 plateformes de force. Les caméras mesurent le mouvement par le biais de marqueurs, puis d'une équation mathématique. Les plateformes de force servent, elles, à recueillir les données de la force d'action. Quand l'athlète touche la plateforme, le vecteur de force s'affiche juste sous le centre de pression, en dessous du pied. La force est appliquée à chacune des articulations pour obtenir ce qu'on appelle la cinétique, à savoir les forces de rotation et la puissance à chaque articulation. L'objectif est d'établir le lien entre chaque condition et le stress de l'articulation fémoro-partellaire qui est fréquent chez les coureurs ou les sauteurs qui souffrent de douleurs internes du genou. Les chercheurs de l'Institut aident également les athlètes à maximiser leur performance à travers des méthodes nutritionnelles de pointe. L'AIS est l'un des meilleurs centres du monde pour ajuster et contrôler chaque aspect de l'alimentation des athlètes, afin d'établir une corrélation entre la physiologie et le gain de performance. L'une des études s'intéresse notamment aux différentes méthodes d'apport en glucides et à leurs avantages pour les athlètes d'endurance. Les sujets suivent un régime glucidique strict avant d'effectuer un parcours de 120 km à vélo, conçu pour les amener au bord de l'épuisement. L'objectif de cet effort de 3 heures, c'est-à-dire 120 km environ, est de commencer à épuiser les réserves de glycogène, c'est-à-dire les réserves d'énergie qui alimentent les exercices d'aérobie. 3, 2, 1, très bien. On teste le taux de lactate dans le sang pour vérifier les réserves d'énergie disponibles et la production d'acide lactique. L'acide lactique résulte de la combustion du glycogène ou du glucose. L'idée, c'est de calculer le taux de remplissage ou d'épuisement de ces réserves dans le temps. Une fois leurs réserves d'énergie épuisées, les sujets subissent des tests supplémentaires. On tient compte de l'absorption de tous les fluides, mais aussi de leur élimination. Toute la sueur est essuyée, l'athlète est pesé avec son casque, puis il monte sur un tapis roulant pour voir jusqu'où il peut aller et à quel moment il arrive à épuisement. Le cycle final sur le tapis roulant permet de déterminer les gains ou les pertes liées au régime alimentaire contrôlé. La vitesse est réglée, tape quand tu es prêt, je t'ai sélectionné un rapport un peu haut. L'énergie qui est toujours en réserve depuis l'apport en glucides améliore l'endurance dans ce cycle épuisant. Vas-y, c'est bon. Monte maintenant, plus haut, plus haut. L'étude est menée en double aveugle. Les athlètes ne connaissent donc pas l'intervention diététique prescrite. Je ne la sais pas non plus en tant que chercheur. Ça m'évite de les encourager dans un sens ou dans un autre et d'influer sur leurs performances quotidiennes. Je ne connais pas les résultats des performances des essais et je ne le saurai pas jusqu'à la fin de l'étude. Rien ne vient donc influencer les performances à part l'intervention diététique apportée aux athlètes. Très bien, bon travail. Les résultats de ce projet de recherche sont directement appliqués aux athlètes de l'équipe olympique australienne. Nous sommes à même de les conseiller avec beaucoup plus de confiance, car les essais effectués sont rigoureux et nous sommes certains de pouvoir réellement les aider. Merci. Ils me remercient toujours, je ne sais pas pourquoi. Passons à l'actualité sur les réseaux sociaux. Le marathon de Londres a vu la victoire d'Eliud Kipchoge chez les hommes en 2 heures, 4 minutes et 42 secondes.
Kipchoge s'est détaché en fin de course pour l'emporter devant un autre Kényan, Wilson Kipsang. C'était également le dernier marathon de Paula Radcliffe. La détentrice du record du monde chez les femmes a vécu un moment riche en émotions avec ses enfants sur la ligne d'arrivée. Les Cleveland Cavaliers n'ont pas fait dans la demi-mesure en écrasant les Boston Celtics 4 victoires à 0 dans les playoffs de la NBA et ont célébré cette victoire à leur manière. Marquant une pause dans sa domination du golf mondial, Rory McIlroy a subi une cruelle défaite hors du green lors d'un bras de fer amical contre Brad Dauke, son protégé de 17 ans. Alors que le calendrier du football européen aborde les dernières semaines de la saison, Watford FC, club de 2e division du championnat anglais, a obtenu son billet pour la Premier League. Les autres matchs à peine terminés, Miguel Layún a partagé les scènes de liesse, alors que l'équipe célèbre sa montée en première division après sa victoire sur le terrain de Brighton. Allons à Rome pour la 3e épreuve de la Coupe du monde de pentathlon moderne. La 3e manche de la Coupe du monde de pentathlon moderne individuel homme met aux prises 201 athlètes dans 5 disciplines différentes. La finale démarre sur la piste d'escrime. Après plus de 2 heures de compétition intense, l'Espagnol Alex Heredia Vives et le Hongrois Adam Marosi prennent la tête avec 24 victoires chacun. L'Ukrainien Pavlo Timoschenko, double champion du monde, et Han Jiahao, le jeune Chinois de 21 ans, signent eux aussi d'excellentes performances. Une foule nombreuse est venue assister à l'épreuve de natation, où le Britannique Joseph Evans réalise le meilleur temps, juste devant le Chinois Han Jiahao. La 3e discipline, le saut d'obstacle, met les athlètes à rude épreuve. Et seuls 3 cavaliers réalisent un sans faute. La surprise du jour vient de Han Jiahao, qui boucle le parcours avec 5 pénalités de temps seulement. Comme toujours, le combiné est le temps fort de la journée. Fort de ses bons résultats dans les 3 disciplines précédentes, le Chinois Han Jiahao est le premier à s'élancer, avec une avance de 17 secondes. Han parvient à maintenir son avance durant les 2 premiers tours, mais la lutte est sans pitié derrière lui. L'Ukrainien Pavlo Timoschenko remonte de la 10e à la 3e place avant la 3e séance de tir. Han ne doit pas trembler, mais c'est Timoschenko qui est l'homme à surveiller. Il est très bon en combiné. Et il repart le premier. Résultat mitigé pour Han, mais c'est Timoschenko qui se hisse à la première place. Une fois en tête, Timoschenko creuse un peu plus l'écart au tour suivant. Tandis que Han perd peu à peu du terrain et doit abandonner tout espoir d'une médaille dans le dernier tour de la course. Et ce sera une médaille d'or pour l'Ukrainien Pavlo Timoschenko qui remporte son 3e titre mondial. Excellent en combiné qui lui a permis de revenir de la 10e à la première place. Et la lutte est ouverte pour l'argent et le bronze. Le Hongrois Robert Kaza se maintient tandis que Petroni l'emporte sur Adam Marosi qui doit se contenter de la 4e place. Les résultats officiels à l'arrivée. L'Italien Pierpaolo Petroni finit 3e, 1 point seulement derrière le Hongrois Robert Kaza. Mais la victoire revient à Pavlo Timoschenko à l'issue d'une compétition passionnante. Il remporte l'or avec 1463 points. Dans notre prochaine édition, Tony Hawk, véritable légende du skateboard. Coup d'envoi du Red Bull Cliff Diving World Series en Colombie. En attendant, les plus impatients d'entre vous peuvent découvrir d'autres séquences exclusives sur la chaîne YouTube de World Sport. Cette semaine, Freddie Roach nous fait découvrir en exclusivité le Wildcard Boxing Club de Manny Pacquiao. À la prochaine fois sur Gillette World Sport.
Cette semaine sur Gillette World Sport. Rencontre avec Tony Hawk, la légende du skateboard. Sam Willoughby, médaille d'argent olympique, analyse pour nous le BMX Supercross. Coup d'envoi du Red Bull Cliff Diving World Series en Colombie. Tout cela au programme de Gillette World Sport cette semaine.